Okay, where are we? So, Joe, where are we precisely in the context of Palmerston's big plan? Well, we're standing in Mulranny Harbour. When Palmerston came here originally in 1808, it had been owned for two generations before that, but there was a middle class that collected the rents and they sent them to England, and that was all. They just got their money from Ireland. They took no interest in the place, nor did they come here. So in 1808, the third Viscount Palmerston arrived, Henry John Temple, and he was the first person to set foot in this area. And he started looking at it right away. It had two possibilities that he could see. One, perhaps he could develop something to improve the industry, and the second place, it looked like an ideal holiday place for the wealthier people. So it would have in his mind at that time had a dual purpose. Donc, Palmerston, il est venu ici pour la première fois en 1808 et il a vu à cette époque-là, il a considéré l'endroit comme un endroit de potentiel pour le développement industriel et aussi un endroit de vacances. Et effectivement, l'aristocratie, ils passaient la plupart de leur temps en Angleterre. Et quand Palmerston il est venu ici pour la première fois, il a décidé, tiens, ce sera peut-être une bonne idée de développer la région de Mulranny. Et c'est peut-être ça qu'il avait en tête quand il a mis ses plans en place avant la famine de développer l'endroit, vider les champs, changer la situation de la population et remplacer les rondelles par des grandes consolidations. Et évidemment aussi un développement pour le port. So the harbour then, Joe, began to take shape roughly when? It commenced in 1820 and it was finished around 1840, 1842. So it was 20 years in the building. Donc il a pris 20 ans pour développer le port ici, and all that was done by Palmerston's agents here. By Palmerston's agents and engineers and draftsmen, and Nimmo was actually the designer of the harbour, and Alexander Nimmo designed this harbour, but he also designed several other harbours and notable buildings throughout Ireland and England as well. Donc l'architecte de ce port ici était un Englishman. Nimmo, yes. Un Anglais, Alexandre Nimmo, qui était responsable pour le développement de plusieurs ports partout en Irlande de l'Ouest. Mais effectivement, Palmerston, il avait un plan stratégique qui a pris plus ou moins 20 ans pour se mettre en place. It took 20 years really to get the plan moving and developing. So yes. He finished the program, so to speak, just before the Great Famine. That's correct. A lot of people think it was a famine project, but no, it wasn't. And so, in a sense, the clearing of the land and the consolidation of the property then It was happening around that time. Yeah. So this was all fishermen's cottages here. The old maps show people lived from here all the way through here to be a sensible place for fishermen to live. But they were all cleared out for the redevelopment of Mulranny. Et donc il a complètement nettoyé la population pour le développement de son port. Et effectivement, le fait que le projet était terminé immédiatement avant la famine, donc 5 ans après, 1842, le fin de ce développement, et 2-3 ans après le commencement de l'ère en famine, c'était vraiment une occasion, une opportunité extraordinaire pour terminer son projet. So it was, in a sense, the famine was a way of finishing the project, if I can be sort of, without sounding too derogatory. I wouldn't have thought that there was any connection between the building of the harbour. Perhaps we talk about the famine of 1847, but as you and I know, Ireland had many famines before that, and all through the 1800s there were 3 or 4 mini famines that were very severe, and 100 years before that there was an even worse famine that happened. So I wouldn't see any connection myself between the famine. It may not even have been, we call it the famine, but it was really not a famine. It was the Great Hunger, as we know. They would not have anticipated that such a great calamity was going to happen a few years down the road. Yeah. But at the same time, it did facilitate an element of consolidation.
Oh, certainly it did. It was ordered. Mullochmore, as the 19th century progressed, became more and more of a garrison town, and the divisions. Once he started building, the divisions became more obvious and conceivable in the sense that the harbour was developed and the front of the village was developed for the wealthy people, the Anglo-Irish aristocracy who came here on their holidays. When I say a garrison town, not many people would recognise it as that, but look at the facts. We had a Coast Guard station here just over the road where the Coast Guards were stationed. Now, George, the local people eventually burned out the Coast Guard station. Ils avaient brûlé la station de Coast Guard. But when I say Coast Guard, the Coast Guard was considered to be the eyes and ears of the British military. It's not like Coast Guards as we know them today. Les gardiens de la mer de la côte, il y avait une station ici exprès pour évidemment contrôler le trafic qui vient et qui sort du port, mais en même temps, le village, après le développement de Palmerston, était devenu un centre militaire pour les Anglais dans la région, évidemment aussi un centre de vacances pour les aristos. Et après le changement, la population gaélique, les locaux, les pêcheurs qui étaient ici avant le plan de développement, ils étaient tous plus ou moins virés et puis remplacés par la bourgeoisie anglaise. Ce que je retiens ce que j'apprends ce matin, ça vient ajouter déjà à ce que j'avais comme image. Et je réalise que le plan était sans consultation auprès du peuple et ne visait pas le peuple irlandais qui était là. Ouais, c'était pour des intérêts plus personnels et plus... There was no consultation at all with the locals. No. About the natives who were displaced. Oh no. Had no voice in the displacement. No, they were just like cattle. Ils n'avaient pas de voix dans le plan de déplacement. Ils étaient traités comme des vaches. Voilà. Tassez-vous. Exactement. C'était des intérêts britanniques qui rentraient en ligne de compte. Tout à fait ça. Sans aucun égard par rapport à ce que vivaient les gens et ce qui aurait pu être un développement. Oui, mais profitable au peuple irlandais. Alors, oui, exactement ça. There was no sense of consultation, there was no sense of reckoning, there was no sense of responsibility for the consequences of the depopulation. Not that I've ever discovered. Population. Not at all. This never figured at all in the grand strategic plan. No, it was expedience from the point of view of Palmerston and his planners. And O'Rourke, who wrote the history of Sligo around 1898 or something like that, he described Mullochmore as an exclusive watering hole for the rich, of which the wealthy had too much already. Now, let me just say that all of the front of Mullochmore, the old people called them the lodges. It was the first self-catering, possibly in Ireland. They were numbered, and the old people still called them by their numbers, number 1, number 2, right out to number 12. And they were lodges for the Anglo-Irish aristocracy who came in from different parts of Sligo and neighbouring counties. Il dit là que en fait les locaux dans la mémoire collective de la région, il a gardé la mémoire des loges, les loges où les aristos étaient logés. Ils étaient tous numérisés 1, 2, 3, 4. Donc loge numéro 1, loge numéro 2, loge numéro 3. Et en fait dans la mémoire collective des anciens du village, on parle toujours de ces chiffres et des changements au niveau de leur position dans le système des édifices construits par Palmerston. On s'est carrément moqué, dans le fond, des résidents qui étaient là. So there was a certain amount of mocking and a certain amount of derision between the people who were displaced and these aristocrats who come in to have their holidays here. And I mean, there would have been a lot of class division. Clearly, of course, there was class division. But as we've spoken about before, the Stockholm syndrome came very much into play, in that many people saw that this was the status quo and that this is the way it was going to be. So they ingratiated themselves
with the powerful and the ruling classes. Ça se passe très souvent à cause de la colonisation qu'on parle de syndrome Stockholm. Et en fait, avec le passage du temps, les locaux, quoi, les gens qui travaillaient pour les aristos, ou bien les gens locaux qui étaient plus ou moins dans le même niveau social, à oublier complètement la souffrance générale et sont devenus en fait plus britanniques que les Anglais même. Et like the Normans in reverse, they became almost more British than the British themselves, as opposed to more Irish than the Irish themselves. Yeah. That's a good observation, surely. The Mullanmore then became the front of the place. They had places for their horses, places for their carriages, and everything like that. And the local people, my people, were out on the western side of the peninsula. And the green area above us here was for croquet and lawn games for the wealthy aristocracy. And the local fishermen needed a place to spread their nets. They weren't allowed to spread their nets here in front of these buildings. They had to do it at the other end. So they had their place, and their place was pretty much in the back of the bus. Ce qu'il a dit là, ils avaient réclamé la terre derrière le village pour que la bourgeoisie, les aristos puissent jouer du croquet et des jeux en plein air. Mais effectivement, en faisant ça avec ce développement, les pêcheurs, ils n'avaient pas un endroit pour sécher leurs filets. Et donc, eux, ils étaient obligés d'utiliser un champ à l'autre côté, à l'autre bout du village, parce que le terrain au centre du village était réclamé par des Anglais pour s'amuser, pour jouer au croquet, ou jouer au tennis, etc. Est-ce que ça pouvait être une façon d'affaiblir le moral, d'affaiblir les volontés ou les capacités des Irlandais en place, des Irlandais de souche, pour que finalement on puisse plus facilement les tasser. So George has made an interesting observation. I mean, all those changes, and with the passage of time, that all of these changes were responsible for demoralizing and for, creating a culture of silence and a culture of dispossession, in a sense, among the locals. That, ultimately it demoralized what was left of the native population. Well, indeed, that's true, but that is not at the same time to say that the divisions weren't created because, as I say, people looked at the de facto situation and the lodges would have given some employment to local people. And many people, they don't look at the rights or wrongs or whether it's oppression or beneficence. They just look at a job. So they would have had some domestic work. The rulers always needed what's known as hewers of wood and drawers of water in ancient times and in modern times. So some employment was given there. I'm not sure if that answers your question directly. Est-ce qu'elle a dit que malgré le fait qu'il y avait un climat de démoralisation, il y avait quand même des gens qui travaillaient, qui cherchaient un emploi avec les visiteurs, qui faisaient la cuisine, qui étaient là comme l'équipe aux hôtels, le travail comme des serviteurs, serviteuses, qui étaient dans un état, si vous voulez, de dépendance. C'est de la survie. Oui, c'est la survie. Ils étaient obligés de faire des compromis. Exact. À Et tout prix. Ça ressemble à une assimilation. But it was like, in a sense, it also functioned, he says, as a form of assimilation. It functioned as almost, I guess, because of their dependence on the system. I wouldn't say so much an assimilation as that a small number of people were employed as being necessary to have somebody to do the domestic work. I didn't see any assimilation whatsoever. And non, effectivement, il n'y avait pas un processus d'assimilation parce que les divisions sociales existaient toujours. Okay, oui. Donc c'était une espèce de binarisation, quoi. La culture locale contre
les gens qui sont venus avec la colonisation. So, I mean, in a sense, it was almost bicultural. There was two cultures. Absolutely. Yeah. The people who they weren't allowed to live here. They were pushed to the western end of the peninsula. But with the Gaelic Renaissance and through Yeats and A.E. and various people, people had been really tramped down, and they were given a sense of pride by those literary figures who came along, and people realised that our history was an ancient and an honourable and a noble one. So through that, many people throughout the countryside eventually finished up in revolt. And I could show you places today where the people drilled and trained at night within view of Cassibon. It was, after all, an empty castle most of the year. La plupart du temps, en fait, le château de Cassibon était vide parce que effectivement, il s'agit d'une cottage d'été, un endroit pour venir en vacances. Mais avec le passage du temps, éventuellement 2 générations après la Grande Famine, il y avait une renaissance en Irlande, un grand mouvement qui éventuellement a provoqué une révolution. Et donc cette région était vraiment animée et active dans la réclamation de la langue irlandaise, dans la littérature irlandaise, le fait que Yeats, notre poète national, était né ici, et éventuellement avec l'arrivée de la révolte, la révolution et la guerre de l'indépendance, éventuellement à travers le temps, la situation a changé radicalement ici, et maintenant on est dans un état de liberté. La République de l'Irlande, c'est un état indépendant, et comme je dis, malgré la tragédie qui a eu lieu ici il y a 150 ans, éventuellement l'histoire a réclamé une identité et une indépendance pour les gens qui habitent autour de cette région. People may have had, and indeed they were, deferential in the daytime. They had to be, because they were held in an iron grasp by the ruling classes. But eventually they, in their spare time, they always held within their hearts the burning desire for freedom. Enough people did. There would be a small number who signed on with the landlord classes and with the colonists and so on. There was always enough people there. Il y avait toujours, malgré le fait qu'ils étaient obligés de faire un compromis pendant la journée, éventuellement, ils avaient suffisamment d'esprit pour les libertés et l'indépendance. Et ils avaient gardé cet esprit intact dans le silence de leur cœur et dans leur vie privée. Et éventuellement avec la mobilisation des Irlandais, le mouvement vers la guerre de l'indépendance, cet esprit et cet désir pour l'indépendance a changé la vie, effectivement, ici. Je fais un peu un rapprochement avec ce qu'a vécu le peuple irlandais face aux Britanniques et à leur ambition, leurs idées de grandeur, j'allais dire, avec les Acadiens de Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick autour des années 1760-63, lorsque ils ont procédé, les Britanniques ont procédé à l'exportation, la déportation des Acadiens. On est arrivé en force pour les prendre et les disperser partout, pour justement prendre possession des terrains, des emplacements, des territoires, et pensant que comme ça, on allait avoir le chemin libre et la paix pour toujours. Mais finalement, il y a eu là aussi, quelques années plus tard, des rébellions et les Acadiens ont voulu reprendre leur territoire ancien et aller chercher leur indépendance. He's made a very interesting point now, because in point of fact, the Acadians in Atlantic Canada, in the years following the